je vais vous présenter mes travaux de thèse portant sur le traitement conjoint des signaux EEG et oculométriques, appliqués aux tâches d'exploration visuelle libre. Nos yeux bougent constamment pour explorer ce qui nous entoure, afin d'en extraire les informations visuelles nécessaires pour interagir avec notre environnement. Par exemple, nous pouvons explorer un paysage en quête d'un objet précis, tout comme nous pouvons explorer un visage pour décoder ce qu'exprime la personne qui nous fait face. Les mouvements oculaires sont donc essentiels pour l'étude des processus cognitifs liés à l'exploration. L'oculométrie rend possible cette étude. Cette technique consiste à suivre les mouvements des yeux lors de l'exploration d'une scène visuelle. Vous avez ici deux exemples de scènes visuelles avec le parcours oculomoteur d'un participant. En haut à gauche une scène naturelle et en bas à droite d'un visage. Les mouvements oculaires se décomposent en deux étapes, la fixation sur un point de la scène visuelle et la saccade, qui est le mouvement effectué par les yeux entre deux régions fixées. Sur les deux exemples, les fixations sont symbolisées par un cercle et les saccades par des traits. Lors d'une expérience, il a été demandé aux participants d'explorer la scène naturelle en cherchant un seau. Ce seau est aujourd'hui encadré en rouge. Outre l'étude du parcours oculomoteur, en comparant par exemple la taille des saccades et les durées des fixations lors de cette recherche, nous pouvons aussi nous demander ce qu'il se passe dans le cerveau lorsque les yeux fixent pour la première fois le seau, objet de la recherche visuelle. De même, que se passe-t-il juste avant, lors de la fixation préparant la saccade vers ce seau? Prenons un autre exemple de scène visuelle. En bas à droite, vous avez un parcours oculomoteur d'un participant lors d'une expérience sur l'exploration des expressions faciales émotionnelles. Le participant est en train de décoder l'émotion exprimée par le visage. On peut voir que trois régions d'intérêt sont ciblées par le participant, la bouche, le nez, l'œil et l'espace entre les deux yeux. Nous pouvons alors nous demander, par exemple, comment le cerveau traite l'information encodée lors de la fixation sur la bouche, selon l'émotion. La traite-t-il de la même façon que celle qui a été encodée, juste avant, lors d'une fixation sur l'œil? Pour répondre à toutes ces questions, et ainsi comprendre les processus cognitifs mis en jeu, il est donc très intéressant d'enregistrer, en même temps, les mouvements oculaires et l'activité cérébrale. La technique de l'enregistrement conjoint est au cœur de cette thèse. Nous allons commencer par présenter les signaux utilisés lors de cette thèse. Puis nous évoquerons les défis à relever lorsque nous enregistrons conjointement les mouvements oculaires et l'activité cérébrale. Nous détaillerons ensuite le travail méthodologique qui a été développé, ainsi que les tout premiers résultats d'une expérience sur l'exploration des expressions faciales émotionnelles. Enfin, nous conclurons en proposant des pistes pour des futurs travaux. Une des techniques d'oculométrie consiste à filmer par caméra infrarouge les mouvements oculaires lorsque le participant explore une scène présentée sur un écran. Vous avez ici deux exemples de parcours oculomoteur d'une même scène visuelle, mais pour deux tâches différentes. À gauche, le participant explorait à sa guise la scène en la mémorisant et à droite, il devait rechercher le seau. Nous voyons immédiatement que les deux parcours sont différents. En effet, les mouvements oculaires varient selon l'objectif de la tâche. Évidemment, les positions des fixations changent avec la tâche visuelle à accomplir. Mais l'amplitude de la saccade varie également, elle est notamment plus grande en perception visuelle qu'en lecture. La durée de la fixation est aussi un marqueur important de la charge cognitive exigée par la tâche, de la difficulté de celle-ci et elle reflète l'attention déployée par le participant. Le tableau donne les durées caractéristiques des fixations selon la tâche. Nous pouvons alors à ce stade nous interroger sur les processus cognitifs sous-jacents. Pour accéder à ces processus, nous allons utiliser l'électroencéphalographie. L'objectif premier de l'électroencéphalographie est de mesurer l'activité cérébrale électrique pour connaître l'état physiologique du participant. Très succinctement, un stimulus va activer des neurones. L'EEG mesure alors sur le scalp un flux de courant généré par une macrocolonne de neurones qui sont synchronisés temporellement et spatialement. L'EEG est une technique non invasive, l'activité électrique étant enregistrée par des électrodes placées sur le scalp. Ces électrodes sont positionnées selon le système international 10-20, illustré à droite. Chaque électrode est nommée selon la région du scalp sur laquelle elle se trouve. Cette technique a une très bonne résolution temporelle. Par contre, l'EEG a une faible résolution spatiale. Le signal EEG peut être analysé selon différentes méthodes. L'analyse temps fréquence étudie l'évolution fréquentielle du signal au cours du temps, révélant l'état physiologique et cognitif du participant. Par exemple,
Les ondes gamma reflètent une activité mentale intense et un processus d'apprentissage et les ondes delta sont le signe d'un sommeil profond. Quant à l'analyse des potentiels évoqués, elle consiste à étudier la réponse neuronale synchronisée à l'apparition d'un stimulus. Cette réponse neuronale est appelée potentiel évoqué et est constituée de plusieurs composantes reflétant différents processus cognitifs. Ces composantes sont notées selon leur déviation, positive ou négative, selon leur latence après l'apparition du stimulus ou selon leur rang d'apparition. Je vais détailler quelques-unes composantes évoquées par un stimulus visuel que nous allons rencontrer par la suite. La composante P1 est la première composante positive apparaissant environ 100 millisecondes après l'apparition d'un stimulus sur les électrodes occipitales. Elle reflète le traitement global de l'information et est un marqueur de l'attention du participant. La composante N170 est une composante négative apparaissant 170 millisecondes après le stimulus sur les électrodes occipito-temporales. C'est une composante spécifique au traitement des visages. La composante P300, l'une des plus étudiées dans la littérature, est observable 300 millisecondes après l'apparition du stimulus sur les électrodes pariétales. Elle est associée notamment à la détection d'un stimulus cible, par exemple lors du paradigme on-ball, et au niveau d'attention. L'analyse des potentiels évoqués étant au cœur de la thèse, je vais maintenant détailler son principe. Le rapport signal sur bruit du signal EG étant faible et afin d'estimer le potentiel évoqué, le stimulus va être répété plusieurs fois, ces répétitions sont appelées des essais. L'intervalle entre deux stimuli est appelé intervalle interstimuli, soit EASY. Une fois l'expérience finie, le signal EG est découpé en plusieurs segments synchronisés sur l'apparition de chaque stimulus, comme illustré par les rectangles noirs en pointillés. Le signal EG peut varier au cours du temps sur les électrodes et pour chaque participant. Par conséquent, les réponses neuronales ne sont pas forcément toutes au même niveau de base. On effectue alors une correction de ligne de base, généralement avant l'apparition du stimulus, période où le participant est considéré au repos. Enfin, le potentiel évoqué est obtenu par une moyenne cohérente synchronisée sur les stimuli. Cependant, pour avoir un signal EG utilisable, plusieurs précautions doivent être prises. Tout d'abord, le signal enregistré est de faible intensité donc il est amplifié lors de l'acquisition. Le signal enregistré ne contient pas que l'activité cérébrale. Les autres activités enregistrées sont appelées artefacts. Certains artefacts sont d'origine électrique, par exemple, dû à l'alimentation du système d'acquisition. Un filtrage coupe-bande est alors préconisé. Les artefacts peuvent être également d'origine physiologique. Par exemple, des artefacts musculaires peuvent apparaître lorsque le participant bouge ou serre les dents. On lui demande donc d'éviter tout mouvement lors de la présentation des stimuli. Ils peuvent aussi être dus au mouvement oculaire, on les appelle alors les artefacts oculaires. À gauche, en rose, ce sont des exemples d'artefacts dus au clignement des yeux. À droite, ce sont des exemples d'artefacts dus à des saccades, le signal lié à une saccade est encadré en rouge, on peut le comparer à des marches d'escalier. Il est donc demandé aux participants d'éviter tout mouvement oculaire lors de la présentation du stimulus et donc de fixer un point donné sur l'écran. Le fait d'éviter tout mouvement oculaire impose de présenter les stimuli à un point donné sur l'écran qui sera fixé par le participant. À gauche, vous avez un exemple de protocole pour une étude de lecture. Le texte défile mot à mot, chaque mot étant présenté successivement au centre de l'écran, un rythme imposé par l'expérimentateur. L'œil symbolisé n'était pas présent lors de la présentation des stimuli. À droite, vous avez un exemple de protocole en exploration de visage. Les régions du visage sont présentées successivement au centre de l'écran, le participant fixant cet endroit. La croix rouge a été ajoutée uniquement pour illustration, elle n'était pas présente lors de l'expérience. Ces deux protocoles illustrent la limitation qu'est la suppression des mouvements oculaires. Cela ne permet pas d'étudier les processus cognitifs lors d'une lecture ou d'une exploration de visage dans des conditions naturelles pendant lesquelles les mouvements oculaires sont libres. Reprenons l'exemple de l'expérience de lecture. À gauche, nous retrouvons le protocole EEG qui est donc une lecture passive. À droite, nous avons le protocole en enregistrement conjoint EEG et oculométrie. Dans ce protocole, le participant lit librement le texte de gauche à droite. Il est donc en situation de lecture active. L'objectif de l'expérience est d'étudier l'influence de la quantité d'informations présentes dans la vision parafovéale lorsqu'un mot est lu. Pour ce faire, dans les deux protocoles, le mot de droite est soit complètement masqué, soit partiellement masqué,
soit découvert. Dans les deux types de lecture, la zone grisée indique la composante N1 qui est un marqueur du traitement lexical. L'amplitude de cette composante est plus négative en l'absence d'informations parafovéales. Nous pouvons observer qu'en lecture active, à droite, cet effet est plus prononcé. Ces résultats montrent l'implication des mouvements oculaires dans la reconnaissance des mots. Et cet exemple d'étude comparative illustre l'apport de la technique EEG et oculométrie dans la compréhension des processus cognitifs. L'enregistrement conjoint EEG et oculométrie permet donc l'analyse des potentiels évoqués par une fixation, l'objectif étant d'étudier la réponse neuronale synchronisée sur le début d'une fixation. Par exemple, la réponse lambda est une composante positive apparaissant environ 100 millisecondes après le début d'une fixation sur les électrodes occipitales. Elle peut être apparentée à la composante P1 que nous avons vue précédemment, mais la composante P1 est liée à l'apparition du stimulus, alors que la réponse lambda est associée au changement de l'image sur la rétine au cours de l'exploration. À gauche, vous pouvez la voir, encadrée en rouge, sur la figure extraite d'une étude sur l'exploration de scènes naturelles. Cette figure montre les potentiels évoqués par des fixations de différentes durées. Nous pouvons observer que la réponse lambda n'est pas modulée par la durée des fixations. Par contre, elle est modulée par l'amplitude de la saccade précédant la fixation, comme nous pouvons le voir sur la figure de droite. Elle est également sensible à la différence de luminance entre deux saccades successives. Cependant, la technique des potentiels évoqués par les fixations oculaires doit faire face à des défis, que ce soit au niveau expérimental qu'au niveau du traitement et de l'analyse des données. La technique de l'enregistrement EEG et oculométrie permet donc des protocoles plus proches des conditions naturelles, en autorisant une exploration libre des stimuli. Au cours de cette exploration libre, les mouvements oculaires sont modulés, donnant de nombreux degrés de liberté pour les analyses. Il s'agit alors d'émettre des hypothèses sur les processus cognitifs d'intérêt afin de regrouper les données pouvant être discriminantes et réduire ainsi le nombre de degrés de liberté. En d'autres termes, lors d'une expérience en enregistrement conjoint, les processus cognitifs sont plus complexes à isoler temporellement avec précision pour être analysés. Ensuite, l'exploration étant libre, les artefacts oculaires sont nombreux. Pour avoir un signal EEG correct pour les analyses, des méthodes de correction sont appliquées en pré-traitement. Une méthode qui est fréquemment utilisée est l'analyse en composantes indépendantes. Cette méthode permet d'estimer les sources indépendantes correspondant aux saccades et au clignement. Ces sources vont être retirées du signal EEG enregistré, permettant ainsi de supprimer les artefacts oculaires. Vous avez à gauche un exemple de signal EEG, en noir, impacté par des artefacts dus aux saccades. En bleu, c'est le signal après correction des artefacts par l'analyse en composantes indépendantes. De même, à droite vous avez un exemple de signal avant et après correction des artefacts dus au clignement. Mais la technique des potentiels évoqués par une fixation se heurte à un autre problème. En effet, pour l'étude des potentiels évoqués par un stimulus, l'expérimentateur a un contrôle absolu sur l'intervalle interstimuli, imposant lui-même le rythme d'apparition des stimuli. Mais pour l'étude des potentiels évoqués par les fixations, cette fois-ci, on doit s'intéresser à l'intervalle entre deux fixations, appelé l'intervalle interfixation. Et là, l'expérimentateur n'a aucun contrôle vu que cet intervalle dépend du comportement oculomoteur de chaque participant. Nous allons voir que cela pose un problème non négligeable pour l'estimation des potentiels évoqués par une fixation. Pour bien comprendre le problème, commençons par un cas très simple. Dans ce cas, lors du 8e essai, il n'y a qu'une seule fixation et donc qu'un seul potentiel évoqué. Le signal XI de t, correspondant à cet essai, ne contient alors que le potentiel évoqué A de t, et le bruit NI de t. En moyennant les signaux de chaque essai, on obtient bien l'estimation du potentiel A de t. Mais, il peut y avoir des situations de recouvrement entre les potentiels évoqués selon la longueur de l'intervalle interfixation. Vous avez ici les 4 cas possibles. Nous allons en détailler 2. Prenons le cas où une fixation a lieu juste avant la fixation d'intérêt et l'intervalle entre ces deux fixations est plus court que la latence du potentiel évoqué. Or, nous nous intéressons lors de l'expérience à la composante précoce du potentiel évoqué par la fixation d'intérêt. Cette composante est signalée par l'air grisé. Nous pouvons alors constater que la composante tardive du potentiel précédent va recouvrer cette composante d'intérêt. Par contre, cette composante d'intérêt ne sera pas impactée par le recouvrement du potentiel évoqué par le début de la fixation suivante. Ces cas ne sont pas que des cas théoriques. En pratique, la valeur moyenne de l'intervalle interfixation est de 280 millisecondes.
Supposons alors que la composante d'intérêt est la réponse lambda, qui comme nous l'avons vu, apparaît 100 millisecondes après le début de la fixation. On se retrouve dans le cas où la réponse lambda va être affectée par la composante tardive de la fixation précédente. Mais, la fixation suivante ne l'affectera pas. Par contre, si cette fois-ci, la composante d'intérêt est la composante P300, apparaissant 300 millisecondes après le début de la fixation, cette composante sera impactée par les ondes précoces associées à la fixation suivante. Or, la moyenne cohérente ne prend pas en compte les potentiels évoqués par les fixations adjacentes et, par conséquent, les estimations des composantes impactées par du recouvrement vont être biaisées. Face à ce problème de recouvrement, des stratégies ont été adoptées dans la littérature. Tout d'abord, des auteurs ont fait en sorte qu'il n'y ait qu'une seule fixation par essai. Ainsi, lors d'une étude, les participants ont été préalablement entraînés à effectuer de longues fixations, de l'ordre de la seconde. Mais cela pose la question de la validité écologique du protocole, puisqu'on impose un comportement oculomoteur particulier aux participants. Dans d'autres études, les auteurs ont analysé uniquement les essais durant lesquels l'intervalle interfixation était supérieur à la latence de la composante d'intérêt. Mais avec cette méthode, il y a moins de données exploitables. Une autre stratégie est de contrebalancer les distorsions dues par les recouvrements à travers les conditions expérimentales en sélectionnant des essais associés à des mouvements oculaires partageant les mêmes propriétés. Cela consiste, par exemple, à analyser les fixations de même durée pour chaque condition. La distribution des durées étant égalisée pour chaque condition, la durée des fixations n'est plus un facteur discriminant pour la comparaison des conditions expérimentales. Mais cette stratégie réduit le volume de données exploitables. De plus, il faut choisir les propriétés de façon parcimonieuse pour éviter d'occulter des facteurs discriminants pour la comparaison des conditions. Lors de cette thèse, nous avons proposé une modélisation permettant d'analyser toutes les données de l'expérience quelle que soit la situation. Nous avons utilisé le modèle linéaire général, que nous allons désigner par le sigle GLM dans la suite de l'exposé. Nous allons maintenant détailler ce modèle en l'illustrant sur des données issues d'une expérience en EG-oculométrie. Puis, nous aborderons le GLM régularisé en l'appliquant sur des données d'une expérience utilisant une interface cerveau-machine. Nous commençons par supposer que toutes les fixations donnent le même potentiel à 2t. Comme décrit par l'équation, le signal xi de t du y essai peut donc s'écrire comme la somme des potentiels liés aux fixations ayant lieu durant l'essai et le bruit ni de t. La moyenne des signaux de chaque essai peut alors s'écrire comme la somme du potentiel A de t et des potentiels des fixations adjacentes convoluées avec les distributions normalisées de leur date à travers tous les essais. Le but est alors de déconvoluer ces potentiels évoqués pour obtenir une estimation non biaisée de A de t. Pour ce faire, basculons dans l'écriture matricielle. Le signal xi peut s'écrire comme une somme de matrices et de vecteurs. Di est une matrice Toeplitz. Ces éléments sont nuls sauf aux entrées correspondant aux dates des fixations, ces entrées sont égales à 1. Ainsi, comme schématisé sur cette diapositive, la matrice Di est constituée de diagonales synchronisées sur le début de chaque potentiel et dont les éléments sont égaux à 1. A est un vecteur contenant l'allure temporelle du potentiel évoqué à 2t. Et Ni est le vecteur contenant le bruit correspondant à l'activité cérébrale continue. Tous les essais peuvent être concaténés verticalement donnant le vecteur x. Le potentiel, A, peut alors être estimé au sens des moindres carrés, en étant le potentiel minimisant la variance du bruit. Nous obtenons alors une estimation non biaisée grâce à la déconvolution des potentiels évoqués, opérée par la matrice de transpose D. La modélisation du GLM permet donc de considérer toutes les données de l'expérience, par la construction de la matrice DI. Contrairement à la modélisation pour la moyenne cohérente pour laquelle seul le potentiel d'intérêt est considéré. On peut utiliser l'écriture matricielle comme pour le GLM mais cette fois-ci, pour la construction de la matrice Toeplitz, nous ne considérons uniquement la date du début de la fixation d'intérêt. Par conséquent, la matrice des mois transpose des mois est diagonale dont les termes sont égaux au nombre d'essais, E. Alors que dans la modélisation pour le GLM, la matrice D transpose D, A, en plus de ses éléments diagonaux, des termes subdiagonaux permettant de prendre en compte les recouvrements, chose impossible avec la modélisation pour la moyenne cohérente. La flexibilité du GLM permet également d'estimer des différents types de potentiels. On parle alors d'une configuration multiclasse. Sur ce schéma, nous voulons estimer deux types de potentiels. Nous sommes donc dans une configuration à deux classes. Il y a deux matrices Toeplitz,
D1, avec les dates des fixations donnant le potentiel A1, et la matrice D2, avec les dates des fixations évoquant le potentiel A2. On peut concaténer horizontalement ces deux matrices, et on retrouve l'équation vue précédemment. Nous allons maintenant illustrer le GLM en l'utilisant pour analyser des données issues d'une expérience en oculométrie. Cette expérience a été conduite par une autre doctorante de l'équipe. Nous allons utiliser les données de la condition expérimentale la plus simple, qui consistait à explorer librement une scène naturelle pendant 4 secondes. Il y avait 60 essais et 39 volontaires ont participé à l'expérience. Nous avons analysé les données de 34 participants. Nous avons mené une étude sur l'estimation des potentiels évoqués en 2 étapes. Tout d'abord, nous avons voulu évaluer l'efficacité du GLM par rapport à la moyenne cohérente dans une situation de recouvrement intraclasse. Nous avons cherché, pour cela, à estimer les potentiels évoqués par les fixations au milieu de l'exploration. Puis, nous nous sommes intéressés au recouvrement interclasse en voulant estimer les potentiels évoqués au début de l'exploration, que ce soit par l'apparition du stimulus que par les premières fixations. Afin de modéliser le GLM pour l'estimation des différents potentiels évoqués, intéressons-nous à quelques résultats oculométriques. Tout d'abord, l'IFI moyen est de 288 millisecondes, ce qui est une valeur habituelle. Nous sommes donc dans une situation propice au recouvrement entre les potentiels évoqués par les fixations telles que décrites précédemment. Puis, comme nous allons étudier les potentiels évoqués au début de l'exploration, voici les latences moyennes des 3 premières fixations. Les 2 premières fixations, de par leur latence, peuvent impacter le potentiel évoqué par l'apparition du stimulus. La 3e est suffisamment tardive pour que l'on puisse raisonnablement considérer qu'elle n'aura aucun impact sur le potentiel évoqué par l'apparition du stimulus. Enfin, des tests statistiques ont révélé des différences significatives entre la première fixation et les 4 suivantes. La première fixation est plus courte, l'amplitude de la saccade la précédente est plus petite et le contraste de la première région fixée est plus haut. Ces différences significatives suggèrent un statut particulier de la première fixation. Commençons donc par l'estimation des potentiels évoqués par les fixations au milieu de l'expérience. Puisque les images présentées étaient des scènes naturelles sans objet saillant, nous avons supposé que toutes les fixations au cours de l'exploration évoquaient le même potentiel à doter. Nous sommes donc dans une configuration à une classe, avec un seul potentiel à estimer. Pour chaque participant, nous avons tiré 3 rangs pour la fixation d'intérêt en excluant les 2 premières pour être suffisamment éloigné de l'apparition du stimulus afin que le potentiel évoqué par l'apparition n'ait pas d'impact sur les réponses neuronales estimées. Nous avons donc tiré au sort 3 fixations à partir de la 3e fixation jusqu'à la 9e. Et nous avons segmenté le signal sur ces 3 fixations d'intérêt. Nous avons pris une fenêtre de segmentation assez large pour que la fixation d'intérêt soit précédée et suivie au moins par une fixation. Nous sommes donc bien dans un cas de recouvrement intraclasse. Voici l'estimation obtenue par les 2 méthodes sur l'électrode occipitale aux Z. Nous voyons bien la réponse lambda aux alentours de 100 millisecondes après le début de la fixation. Nous pouvons constater, pour l'estimation obtenue par moyenne cohérente, que même après correction de la ligne de base, le signal n'est pas stabilisé autour de 0 microvolts avant le début de la fixation. Cela est dû à l'activité neuronale résiduelle liée à la fixation précédente. Par contre, l'estimation donnée par le GLM est bien stabilisée autour de 0 microvolts, reflétant la déconvolution efficace avec le potentiel évoqué de la fixation précédente. De la même façon, la réponse neuronale étant transitoire, nous pouvons nous attendre à un retour à 0 progressif. Or l'estimation par moyenne cohérente ne retourne pas à 0, étant impactée par l'activité associée à la fixation suivante. Pour l'estimation par GLM, ce retour à 0 a bien lieu. Ces résultats montrent bien l'efficacité du GLM dans un cas de recouvrement intraclasse. Nous allons maintenant nous intéresser à ce qu'il se passe au début de l'exploration, lors de l'apparition du stimulus et des premières fixations. La première question que nous pouvons nous poser sur les réponses neuronales au début de l'exploration concerne la première fixation. En effet, les résultats oculométriques ont révélé qu'elle se distinguait des suivantes par sa durée, par l'amplitude de la saccade la précédente et par le contraste local. On peut alors légitimement se demander si ces différences se traduisent par une modulation de la réponse neuronale. Cette question conduit alors à une configuration à 3 classes distinguant le potentiel évoqué par l'apparition du stimulus, S,
le potentiel évoqué par la première fixation, A1, est celui qui est évoqué par les fixations suivantes A2+. Nous allons comparer le potentiel évoqué par la première fixation, A1, et celui qui est évoqué par les fixations suivantes A2+. Voilà les estimations pour l'électrode occipitale ou Z. En rouge, c'est le potentiel évoqué par la première fixation et en bleu celui qui est évoqué par les suivantes. Il s'avère que la différence pour la réponse lambda est significative. Ce résultat justifie la distinction de la première fixation lors de la configuration du GLM. Lors d'une expérience en exploration visuelle, on s'intéresse également au traitement immédiat du stimulus. Donc maintenant, nous voulons estimer le potentiel évoqué à l'apparition du stimulus. Nous venons de montrer que la configuration à 3 classes est justifiée. Cependant, la multiplication du nombre de classes augmente le nombre de paramètres à estimer. Cela peut conduire à une augmentation de la variance des estimations. Nous allons donc aussi étudier la configuration à 2 classes, ne distinguant pas la première fixation des autres. En comparant les deux modèles, nous allons voir si, oui ou non, même s'il est justifié de distinguer la première fixation en accord avec les résultats oculométriques, cette distinction apporte quelque chose à l'estimation du potentiel évoqué à l'apparition du stimulus. Nous allons aussi inclure dans la comparaison l'estimation par moyenne cohérente. Voici les estimations données par les 3 méthodes sur l'électrode pariétale, PZ et sur l'électrode occipitale ou Z. Nous voyons aucune différence sur les ondes précoces, ce qui était attendu. En effet, le début de la première fixation, symbolisé par la flèche violette, n'a lieu en moyenne qu'à 308 millisecondes après l'apparition du stimulus. Il n'y a donc aucune raison pour que les 3 estimations diffèrent avant cette date-là. Nous observons bien une différenciation entre l'estimation par moyenne et 0 de t et les estimations par GLM après 300 millisecondes, puisque la moyenne cohérente ne déconvolue pas le potentiel évoqué par la première fixation. Les tests statistiques n'ont révélé aucune différence significative entre S1 de t, l'estimation de la configuration à 2 classes, et S2 de t, l'estimation issue de la configuration à 3 classes. Nous avons poursuivi notre étude en calculant des variances bootstrap pour chaque participant avec 10 000 tirages. Nous voyons sur cette figure que la variance pour la configuration à 3 classes est supérieure à celle pour la variance pour la configuration à 2 classes qui est elle-même supérieure à la variance pour la moyenne cohérente. Ce résultat est classique, plus on augmente le nombre de paramètres à estimer à partir du même volume de données, plus la variance de l'estimation va augmenter. Nous avons voulu alors nous pencher sur le conditionnement de la matrice D transpose D, qui est impliqué dans la variance de l'estimation comme décrit par l'équation de la variance. Or, fait important, dans la configuration à 3 classes, la variabilité des dates de la première fixation à travers les essais est forcément moindre que la variabilité des dates des fixations suivantes. Ceci peut faire craindre un mauvais conditionnement de la matrice D transpose D. Nous avons donc calculé le conditionnement de la matrice D transpose D pour chaque participant pour 10 000 tirages bootstrap. Notre hypothèse selon laquelle le conditionnement est plus mauvais pour la configuration à 3 classes que pour la configuration à 2 classes est vérifiée. Ainsi, pour cette expérience, augmenter le nombre de classes diminue la variabilité intraclasse des dates de l'événement et augmente le conditionnement de la matrice D transpose D. Et un mauvais conditionnement de cette matrice D transpose D entraîne une augmentation de la variance de l'estimation. En conclusion, distinguer la première fixation n'apporte rien pour l'estimation du potentiel évoqué par l'apparition du stimulus. Il est donc préférable de l'estimer avec la configuration à 2 classes, donnant une variance moindre. Ainsi, pour résumer, dans un cas, la configuration du GLM a été choisie en accord avec les hypothèses émises sur le potentiel d'intérêt, qu'est le potentiel évoqué par la première fixation, s'appuyant sur les résultats oculométriques. Dans l'autre cas, aucune hypothèse n'était directement émise sur le potentiel évoqué par l'apparition du stimulus. Nous avons vérifié si la réponse neuronale liée spécifiquement à la première fixation avait un impact sur ce potentiel évoqué. Il s'est avéré que non, donc nous avons privilégié la qualité de l'estimation. Nous avons également développé le GLM régularisé pour l'estimation des potentiels évoqués. L'objectif du GLM régularisé est d'améliorer le rapport signal sur bruit de l'estimation lorsque celle-ci est faite sur un faible nombre d'essais. Cela est donc intéressant lorsque le protocole expérimental a peu d'essais. De plus, une réduction du nombre d'essais permet de limiter la fatigue du participant et donc de limiter la variabilité de l'activité cérébrale au cours de l'expérience concernant l'état du participant.
Enfin, nous avons vu qu'un mauvais conditionnement de la matrice des transposes D, associé à une faible variabilité des dates des événements, pouvait entraîner une augmentation de la variance de l'estimation. La régularisation peut donc être intéressante dans ce cas-là. Plus précisément, le GLM régularisé consiste à introduire dans l'estimation au sens des moindres carrés un terme de régularisation, le terme lambda. Se pose alors la question du choix de la valeur de ce terme, que nous allons illustrer sur des données simulées. Si sa valeur est nulle, donc lorsqu'il n'y a aucune régularisation, on obtient une estimation non biaisée, comme nous pouvons le voir en comparant la courbe rouge correspondant à l'espérance mathématique de l'estimation, et la courbe noire qui est le potentiel à estimer. Par contre, la variance due au bruit résiduel est importante, comme illustré par l'air grisé. A l'inverse, si la valeur de lambda est trop importante, nous allons obtenir une estimation très lissée et donc très biaisée. La valeur optimale de lambda doit donc résulter d'un compromis entre le biais introduit par la régularisation et la variance de l'erreur de l'estimation. Dans nos travaux, nous avons, pour choisir cette valeur, utilisé la procédure de validation croisée généralisée. En utilisant cette procédure, la valeur optimale de lambda est celle qui minimise une fonction v définie par la validation croisée généralisée, comme illustré par la figure en bas à gauche. En bas à droite, on voit que l'estimation est biaisée mais la variance est moindre par rapport à celle de l'estimation non régularisée, en haut à gauche. Pour appliquer le GLM régularisé, nous avons utilisé des données issues d'une expérience EG utilisant le P300 Speller. Le P300 Speller est une interface cerveau-machine permettant d'épeler des lettres, basée sur le paradigme on-ball. Sans rentrer dans les détails, les flashs de la lignée de la colonne de la lettre à épeler, étant des événements rares et inattendus, vont donner une composante P300. Dans notre protocole, les flashs se produisaient à intervalles de temps réguliers, l'intervalle entre deux flashs était de 133 millisecondes. Deux stimuli cibles pouvaient être consécutifs ou séparés par 1, 2, 3 ou 4 stimuli non cibles. La variabilité des dates des événements étant donc faible, la matrice des transposes D est possiblement mal conditionnée. De plus, dans ce type de protocole, il est intéressant de pouvoir réduire le nombre d'essais pour augmenter le débit. Le GLM a été configuré d'un côté, pour extraire ce qui était spécifique au stimuli cible, le potentiel à cible, et de l'autre côté pour extraire ce qui était commun à tous les stimuli. Ici, le potentiel d'intérêt est le potentiel à cible. Nous avons voulu opérer une régularisation identique sur les données de chaque sujet. Grâce à l'écriture matricielle, cela a été possible par une concaténation verticale de toutes les données. La valeur de lambda, choisie par validation croisée généralisée, diminue avec l'augmentation du nombre d'essais, ce qui était attendu puisque plus il y a d'essais, meilleur est le rapport signal sur bruit et moins la régularisation est nécessaire. Voici les résultats pour 60 essais, sur l'électrode PZ. En bleu, c'est la courbe pour l'estimation non régularisée, donc pour lambda égale à 0. En rouge, c'est l'estimation régularisée. On peut voir des oscillations régulières, dont la fréquence est égale à l'intervalle interstimuli. Elles correspondent à la réponse systématique au flash. Autour de 300 millisecondes, on distingue la composante P300. Nous pouvons observer une atténuation de l'amplitude des oscillations par la régularisation, notamment après 500 millisecondes. Résumons. Le GLM permet de déconvoler des potentiels évoqués dans une situation de recouvrement, que ce soit à l'intérieur d'une même classe, et entre plusieurs classes. Il permet également d'estimer plusieurs types de potentiels. Mais le choix de sa configuration doit répondre à deux questions. Quel est le potentiel d'intérêt? Et quelles sont les autres réponses neuronales susceptibles de l'impacter? Si la réponse à la première question est généralement triviale, la réponse à la seconde l'est moins. Il faut alors faire un compromis entre la qualité de l'estimation, qui diminue avec un nombre de classes croissant, et les hypothèses émises quant au processus cognitif sous-jacent. Enfin, l'introduction d'un terme de régularisation améliore le rapport signal sur bruit pour un faible nombre d'essais donnés et peut être intéressante dans le cas d'un mauvais conditionnement de la matrice des transposes D. Pendant la thèse, nous avons également mené notre propre expérience en EG et oculométrie. L'objectif était d'étudier la nature des processus cognitifs associés au décodage émotionnel avec des stimuli statiques et dynamiques provenant de situations naturelles. D'un point de vue méthodologique, les questions posées concernaient l'accès au décours temporel de l'exploration visuelle grâce à l'enregistrement conjoint EG et oculométrie. Le travail méthodologique développé au cours de la thèse trouve donc ici toute sa place.
Une collaboration avec le laboratoire interuniversitaire de psychologie de Grenoble étant en cours, nous avons décidé de la poursuivre dans le cadre de cette expérience. Les études portant sur la perception des expressions faciales émotionnelles utilisent, généralement, des stimuli prototypiques d'émotions d'intérêt. Ces stimuli sont des photographies d'émotions produites dans des contextes peu naturels, par exemple des émotions jouées par des acteurs. La base de stimuli la plus utilisée est celle d'Ekman et collègues. Vous en avez ici un exemple pour 6 émotions. L'utilisation de stimuli prototypiques optimise les conditions expérimentales de décodage des émotions par les participants de l'expérience. Cependant, la validité écologique de ces bases de stimuli peut être remise en question. De plus, ces stimuli émotionnels sont statiques alors que le décours temporel de l'émotion a un impact très important dans les mécanismes de décodage émotionnel. 2 études en EG ont cherché à comparer les 2 modalités, statique et dynamique. L'une de ces 2 études a utilisé des stimuli dynamiques joués par des actrices, comme vous pouvez le voir à gauche, alors que la deuxième étude a été faite avec des stimuli artificiels. La validité écologique de ces stimuli peut être, cette fois encore, mise en question. L'un des objectifs de notre expérience était alors d'utiliser des expressions faciales émotionnelles spontanées et naturelles de personnes ordinaires. Je vais vous montrer 2 exemples, une expression de dégoût et une expression de frayeur. Vous avez pu constater que l'expression de dégoût a un développement beaucoup plus lent que celui de la frayeur. De plus, pendant la vidéo de la frayeur, après avoir sursauté, la personne exprime de l'amusement vis-à-vis de sa réaction. Ces 2 exemples montrent bien la différence de dynamique selon l'émotion. Jusqu'à maintenant, les processus cognitifs liés à l'exploration visuelle lors du décodage émotionnel n'ont pas été étudiés. Or, des travaux ont démontré que certaines régions du visage contenaient une information essentielle pour la reconnaissance d'une émotion particulière. Notre expérience donne la possibilité, en enregistrant conjointement les signaux EEG et oculométriques en exploration libre, d'étudier le décours temporel de l'exploration des expressions faciales émotionnelles et les processus cognitifs sous-jacents. Enfin, le GLM prend, ici, toute sa place puisqu'il y a plusieurs mouvements oculaires pendant l'exploration, comme vous pouvez le voir sur l'exemple du parcours oculomoteur d'un participant. Nous avons utilisé l'iLink 1000 pour mesurer les mouvements oculaires et un casque EEG de 64 électrodes. 31 volontaires ont participé à l'expérience. Nous avons analysé les données de 24 d'entre eux. La base de stimuli a été composée d'expressions faciales émotionnelles pour 5 émotions et des stimuli distracteurs. Les stimuli distracteurs ont été ajoutés pour contrer l'effet de mémoire. Les stimuli statiques ont été extraits des séquences dynamiques de la base Dynamo à l'instant de l'intensité maximale de l'émotion. Nous avons cherché à répliquer le protocole de l'étude en EEG de Troutman-Lansfeld et collègues pour comparer les 2 modalités, statique et dynamique. Pour chacune de ces modalités, le participant devait accomplir 2 tâches. La première était une tâche d'empathie durant laquelle le participant devait observer le stimulus et essayer de comprendre et de partager les sentiments de la personne à l'écran. Le participant était naïf quant au but de la tâche et d'une certaine façon, il décodait inconsciemment l'émotion. La deuxième tâche était une tâche de discrimination, durant laquelle le participant devait observer le stimulus puis répondre à 2 questions. La première question portait sur la quantification de l'état d'excitation de la personne à l'écran. Et la deuxième question demandait de catégoriser l'émotion. Les stimuli distracteurs n'étaient pas présentés. Dans la suite de la présentation, nous allons nous intéresser à la modalité statique et plus particulièrement à la tâche d'empathie. Voici la matrice de confusion sur la reconnaissance des émotions pour la modalité statique. La matrice de confusion nous montre par exemple que les stimuli de frayeur ont été perçus à 38% comme tels par les participants, mais 28% de ces stimuli ont été perçus comme étant de la surprise et 16% comme des stimuli neutres. La frayeur a donc été très mal reconnue. Mais rappelez-vous l'exemple de la vidéo pour la frayeur que je vous ai montré. La personne sursaute brièvement. En statique, le sursaut n'est pas visible, rendant le stimulus ambigu. La frayeur a été exclue des analyses. Puis, nous avons réétiqueté, a posteriori les stimuli selon l'émotion perçue par le participant. Pour la tâche d'empathie, les signaux ont été moyennés par groupe d'électrodes pour donner 9 électrodes virtuelles comme illustré sur le schéma.
La segmentation a été faite synchronisée sur l'apparition du stimulus et avec une fenêtre suffisamment longue pour contenir le décours complet des potentiels évoqués par les deux premières fixations. Il y a eu en moyenne 3 fixations par segment. Voici les estimations des potentiels évoqués à l'apparition du stimulus, sur les 9 électrodes virtuelles estimées par moyenne cohérente et par GLM. Nous avons étudié plusieurs composantes en nous appuyant sur la littérature. Le P1, marqueur du traitement global de l'information et de l'attention. Le M170, composante spécifique du traitement des visages. Le PN qui est une composante différentielle entre la composante évoquée par le neutre et celle évoquée par l'émotion. Elle reflète la détection du contenu émotionnel. Et, enfin le LPP qui est associé à la reconnaissance consciente des émotions. Les tests statistiques ont révélé une différence significative entre le LPP estimé par le Moyen-Âge et celui estimé par le GLM sur les sites centraux et pariéto-occipitaux. Nous allons voir que ces différences s'expliquent par la déconvolution opérée par le GLM, mais aussi par des différents processus cognitifs. Commençons tout d'abord par regarder ce qu'il se passe entre 400 millisecondes et 600 millisecondes, qui est la fenêtre de latence du LPP. À droite, la courbe représente le potentiel évoqué par les fixations, toute émotion confondue, quel que soit le rang de la fixation, sur l'électrode virtuelle pariéto-occipitale médiane. La première fixation ayant lieu, en moyenne, à 275 millisecondes après l'apparition du stimulus, des composantes de sa réponse neuronale vont impacter la fenêtre de latence du LPP. L'aire bleutée, sur la figure à droite, indique les composantes qui vont impacter le LPP. Et la deuxième fixation commençant à 543 millisecondes, la fenêtre de latence du LPP va contenir l'activité présaccadique précédant la fixation et les composantes précoces de sa réponse neuronale, qui sont indiquées par l'aire orange. Ainsi, le LPP est impacté par le recouvrement des potentiels évoqués par les deux premières fixations. Le signal peut alors se modéliser en une configuration à deux classes, avec d'une part la réponse au stimulus et d'autre part la réponse aux deux premières fixations. Maintenant qu'on a établi ce qu'il se passe durant la fenêtre de latence du LPP, il y a 3 processus à étudier concernant cette composante. Tout d'abord, le traitement global du décodage émotionnel commençant à l'apparition du stimulus et qui va se poursuivre lors de l'exploration. L'activité neuronale liée à ce traitement peut être estimée par la moyenne cohérente, puisque cette méthode estime globalement l'activité neuronale ayant lieu pendant toute la présentation du stimulus. Puis, étudier exclusivement le traitement immédiat à l'apparition du stimulus. Ceci est possible grâce au GLM. Et enfin, le traitement de l'information encodée par les fixations successives au cours de l'exploration. L'estimation se fait également par GLM. Pour le traitement global, nous trouvons, en frontale gauche, une amplitude significativement plus grande pour la gaieté par rapport à l'amplitude pour la surprise et une amplitude significativement supérieure pour le neutre par rapport à l'amplitude pour la surprise. Ce résultat va dans le sens de l'hypothèse de la latéralité hémisphérique selon laquelle le traitement des émotions à valence positive serait prédominant dans l'hémisphère gauche et celui pour les émotions à valence négative dans l'hémisphère droit. Lorsque nous isolons le traitement immédiat du stimulus, les effets significatifs changent d'hémisphère. On trouve, en frontal droit, une amplitude significativement plus grande pour la surprise par rapport à l'amplitude pour la gaieté et celle pour le dégoût. Que l'amplitude pour la surprise soit, à droite, plus grande que celle pour la gaieté est en accord avec l'hypothèse de la latéralité hémisphérique. Le fait que l'amplitude soit plus importante, sur le site frontal droit, pour la surprise que pour le dégoût est difficile à interpréter. Enfin, quand nous intéressons au potentiel évoqué par les fixations et plus précisément aux composantes impactant le LPP, nous voyons une modulation selon les émotions sur les électrodes pariéto-occipitales pour les composantes tardives du potentiel évoqué par la première fixation. Pour résumer, lorsque l'on mesure le LPP en considérant uniquement le traitement immédiat du stimulus, nous avons un pattern d'activation en frontal droit pour les émotions à valence négative. Lorsque l'on mesure le LPP, par moyenne cohérente, on ne peut pas dissocier l'activité directement issue du décodage à l'apparition de l'image de celle qui est apportée par le premier mouvement oculaire. Or on observe une modulation, selon les émotions, des potentiels évoqués par la première fixation sur les sites pariéto-occipitaux, qui va se traduire par une modulation du LPP en frontale gauche par les émotions de valence positive. Mis ensemble, ces résultats confirmeraient donc un traitement plus rapide et faciliter les émotions négatives.
Cette thèse a eu deux facettes, méthodologique et expérimentale, s'articulant autour de l'enregistrement EEG et oculométrie. Pour répondre aux problèmes majeurs rencontrés lors de l'estimation des potentiels évoqués par les mouvements oculaires, qu'est le recouvrement, nous avons proposé d'utiliser le GLM. Nous avons confirmé l'efficacité du GLM pour déconvoluer les potentiels évoqués et pour extraire différents types de potentiels suivant des hypothèses émises. Pour nous assurer de l'apport de ce modèle, nous l'avons comparé à l'algorithme Hadjar, qui est fréquemment utilisé dans la littérature pour l'estimation des potentiels évoqués par un stimulus. Faute de temps, je n'ai pas pu aborder cette comparaison aujourd'hui, mais les résultats montrent bien une plus grande flexibilité du GLM que l'algorithme Hadjar pour l'estimation des potentiels évoqués par les mouvements oculaires. Enfin, nous avons également proposé un GLM régularisé pour améliorer le rapport signal sur bruit pour un faible nombre d'essais. Ce travail méthodologique a été sujet de 2 articles de revue et a été présenté lors d'une conférence internationale. En parallèle de ce travail méthodologique, 2 expériences EEG et oculométrie ont été mises en place et conduites de bout en bout. La première était basée sur le paradigme on-ball. Jusqu'à présent, les analyses n'ont pas abouti concernant l'étude des processus cognitifs. Par contre, les données sont utilisées par l'équipe, notamment pour des développements de méthodes de correction d'artefacts oculaires. La seconde de plus grande envergure et qui nous a bien occupés vous a été présentée aujourd'hui. Et bien sûr, ces expériences ont demandé un travail de pré-traitement et d'analyse de données. Le GLM présente cependant des limitations. Tout d'abord, il faut absolument connaître les dates précises des événements. Puis, le GLM est un modèle linéaire, supposant les réponses invariables dans le temps. Or la variabilité temporelle des potentiels évoqués n'est pas toujours vérifiée. En outre, ce modèle considère l'aspect instantané du processus cognitif. Il ne permet pas une étude de la variabilité entre les essais de ce processus. Il serait donc intéressant de poursuivre les travaux en s'appuyant, par exemple, sur des modèles non linéaires. Ces modèles donnent la possibilité d'analyser les relations entre les différentes variables et les potentiels évoqués. Cela permettrait ainsi d'affiner la modélisation pour l'estimation des potentiels évoqués. Par exemple, à notre connaissance, le modèle additif généralisé et le modèle additif à effet mixte généralisé n'ont jamais été utilisés dans le cadre d'enregistrement conjoint EEG-oculométrie. Ce serait donc intéressant d'étudier l'apport de ces modèles pour l'estimation des potentiels évoqués dans le cadre de l'enregistrement conjoint EEG-oculométrie. Concernant l'expérience, dans le manuscrit ont été détaillés les tout premiers résultats, dont une infime partie a été présentée aujourd'hui. L'expérience étant complexe, de nombreuses pistes pour des futurs travaux peuvent être envisagées, l'objectif premier de l'expérience étant la comparaison des potentiels évoqués entre les modalités statiques et dynamiques. Il serait aussi intéressant d'étudier plus en détail les potentiels évoqués par les fixations oculaires selon différents paramètres. Tout d'abord, l'analyse de ces potentiels peut être faite selon les rangs des fixations pour étudier le décours temporel des processus cognitifs pendant l'exploration intentionnelle du stimulus. Nous pourrions approfondir en analysant les potentiels évoqués selon le rang des fixations à l'intérieur d'une région d'intérêt du visage. Enfin, une analyse en fréquence serait envisageable. Ainsi, cette expérience offre de belles perspectives pour des futurs travaux en méthodologie et en neurocognition. Je vous remercie pour votre attention.